Merci. Voilà. On va clore ce Maritime Day, quoi, cette séquence Maritime Day par, on avait, par le ferroviaire dans les ports. Alors, on était parti sur l'idée des corridors multimodaux dans les ports et de savoir un peu ce qu'il en était au niveau du développement des corridors. On s'est aperçu en discutant avec les professionnels qu'il y avait quand même quelque chose qui commençait à poindre son nez, qui s'appelait le ferroutage à l'intérieur du combiné. Alors, est-ce que ça pointe son nez juste comme ça, ou bien est-ce que c'est une tendance de fond qui va se développer? C'est une vraie grande question. Ça fait partie du combiné. Je veux dire, on l'intègre dans le combiné, mais le ferroutage, c'est quelque chose qui commence franchement... alors, quand on entend parler de ferroutage, on entend bien entendu mettre des remorques sur du ferroviaire, au départ des ports, pour l'intérieur ou pour d'autres destinations. Donc, c'est des points de départ portuaires, et donc c'est aussi une façon de développer le combiné dans les ports. Donc, il y en a qui sont au début, il y en a qui en réfléchissent, il y en a qui s'y mettent, il y en a qui ne s'y mettent pas. On a même demandé aux routiers de venir, ils n'ont pas répondu. C'est dommage parce que c'est quand même les premiers clients. Mais j'aimerais qu'on commence avec Laurent de Vulder, qui est directeur général du port de Boulogne-Calais. Donc, le ferroutage à Boulogne-Calais, notamment Calais, c'est quelque chose de mise en place. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment ça s'est mis en place? En plus, je crois que c'est vous qui avez participé activement à la mise en place de ces terminaux, parce que ferroutage, ça veut dire terminaux, ça veut dire mise en place de différents modes de transport et mise en place de tout un tas d'infrastructures et de concepts. Ça ne marche pas là. Oui, donc bonjour à tous. En effet, le port de Calais s'est penché très tôt sur l'opportunité d'amener une partie de sa clientèle principale, hein, puisque l'activité essentielle du port de Calais, c'est la liaison vers l'Angleterre par les ferries. On a 30 à 35 départs par jour. Et en fonction des années, entre 1,6 million et 1,9 million poids lourds qui partent et reviennent au port chaque année. On n'a pas de desserte fluviale et donc le ferroviaire a été l'axe essentiel. Dès 2010, nous avons échangé avec les différents acteurs, et notamment Lorirail à l'époque, qui opérait déjà sur Bétambourg. En fait, le ferroutage, il y a vraiment deux types. Le ferroutage de franchissement, type shuttle, Eurotunnel, donc le camion, sa remorque, et le chauffeur, soit dans le camion, soit dans un wagon qui transite. C'est réservé plutôt aux courtes distances. Et le ferroutage de type autoroute ferroviaire, avec une liaison entre deux terminaux, et au sein de cette famille, on va dire, du ferroutage, il y a le pur autoroute ferroviaire, c'est-à-dire qu'on est sur des terminaux dédiés, avec des équipements dédiés, avec des wagons dédiés, ce qui n'empêche pas d'y manutentionner de manière, on va dire, plus traditionnelle des unités de transport intermodal ou des remorques préhensibles avec des moyens de manutention verticale, Richteke ou portique. Donc, à partir de 2010, nous avons échangé pas mal avec Lorirail. À l'époque, il y avait un appel à candidature lancé qui s'appelait l'autoroute ferroviaire atlantique,
qui devait relier Tarnos à Dourges, dans les Hauts-de-France. Et à l'époque, l'Orirail, en discutant avec les lanceurs de ce projet, a dit Dourges, c'est intéressant, mais ce qui nous intéressait encore plus, c'est d'arriver directement à Calais, au port. On estime qu'il y a, pour ce type de transport, plus de pertinence. Et puis, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est parvenu à lever un financement, à se faire aider aussi par l'Europe et à construire un terminal qui a été mis en service en 2015 sur le port de Calais, vraiment en bord à quai. On voit là sur la photo que le terminal est juste à côté du poste roulier, donc on doit avoir 150 mètres entre la sortie du terminal et l'entrée, la porte arrière du navire. Ça a été un vrai levier pour le port de Calais en termes de trafic. Ça nous a même aidé, alors même si on n'en a plus actuellement, plutôt pour des raisons de contexte et de prix du transport, accompagné, mais ça nous a même aidé à lancer des lignes, des services de non-accompagnés dédiés sur la Tamise grâce aux volumes qui ont pu être amenés. On parle d'environ 50 000 remorques cette année. On sera même un peu plus vu les chiffres de début d'année. Et on a la particularité d'avoir 2 terminaux. Donc un terminal à technologie LOR, donc c'est ce que vous avez à l'écran, qui utilise des wagons pivotants qui permettent aux tracteurs de venir déposer la remorque en traversant en fait cette remorque. Et puis à quelques kilomètres du port, dans la zone logistique, un terminal cargo beamer qui lui a une technologie de transfert latéral qui sort la remorque du wagon et qui permet de la raccrocher et de l'emmener sur un autre terminal ou directement vers sa destination. Et voilà, ce service, on peut peut-être passer au slide suivant. Ah, pardon, c'est moi qui ai le... Ouais, ça y est. Voilà, ça c'est la position du terminal sur le port. Donc il est vraiment imbriqué entre les 2 terminaux transmanche. Et puis voici les routes. Alors ça, ce sont les routes de VIA, hein. C'est le nom actuel depuis plusieurs années de l'Orirail, qui est maintenant une filiale de LRE de SNCF. On a une ligne qui fait à peu près 12 trains par semaine vers Le Boulou, Perpignan, essentiellement du trafic espagnol. On a une ligne qui fait 3 trains, qui devrait faire 5 trains bientôt, depuis 7. Alors la particularité de cette ligne, c'est qu'elle emmène essentiellement des remorques qui viennent de Turquie. C'est-à-dire que le transfert modal se fait par navire DFDS de Istanbul à Sète. Les remorques sont mises à bord des trains, arrivent à Calais, sont descendues de train, montent sur des ferries et partent en Angleterre. Donc on a un report modal assez exceptionnel quand même entre Istanbul et le sud de l'Angleterre. Et puis une ligne depuis Mâcon qui opère 3 trains par semaine. Donc on a à peu près 3 trains par jour en aller et en retour. Très bien. C'est une façon... ce qui est intéressant, c'est quand on voit ça, c'est qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée, mais il n'y a pas d'arrêt au milieu. Donc c'est une ligne qui est départ-arrivée. Oui, c'est ça. C'est assez, en fait, il faut qu'on soit compétitif par rapport à la route, et en termes de tarifs et en termes de transit time. Et c'est l'avantage de ces routes directes sans arrêt. On est sur des transit times qui sont à peu près d'un peu plus de 20 heures depuis Le Boulot, de 18 heures depuis Sète, et encore un peu moins depuis Mâcon, 14 heures. Donc c'est compétitif par rapport à la route, et c'est très important. En fait, l'intérêt pour les ports, notamment les ports RoRo, hein, RoRo ou Ropax, qui ont des lignes de maritimes de short sea shipping, c'est que je pense que c'est la seule alternative de report modal qui soit vraiment compétitif par rapport à la route. Même si on a une bonne desserte fluviale, ce qui n'est pas notre cas, mais
Voilà, je pense qu'on n'est pas dans les transit time qui sont exigés par ce type de trafic. Merci Laurent. Alors justement, je me tourne vers vous, Amal. Amal Louis, vous êtes, que je ne dise pas de bêtises, excusez-moi, directrice du développement et des solutions intermodales au Grand Port Maritime de Marseille. Alors vous n'avez pas encore, vous êtes sur la réflexion du développement du ferroutage. Alors justement, quand on en est à ce niveau-là, est-ce que le ferroutage, tel que vient de l'expliquer, tel que l'a eu l'approche de Boulogne-Calais, est-ce qu'il y a un intérêt au ferroutage pour un port comme Marseille, qui est un port plurimarchandise, pourrait-on dire? Ouais. Merci. Écoutez, absolument. En fait, le ferroutage, c'est une façon de faire du report modal, de faire de la massification, de lever les camions sur les routes. Donc ça, pour nous, ça c'est un sujet stratégique qui s'inscrit dans le cadre du projet stratégique du port. C'est un axe majeur parce que le report modal représente 20%. Donc on a quand même 80% encore de la route qui est faite encore avec des camions qui sortent et qui rentrent au port de Marseille. Donc c'est quand même beaucoup. On a des marges de progression. Et le ferroutage pour nous, c'est aussi un moyen d'orienter tous ces trafics. Donc pour vous donner une idée, effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles que le port de Calais. Le port de Marseille, c'est 230 000 remorques entre la Corse et le Maghreb. Le Maghreb, c'est Algérie, Tunisie, Maroc. Alors il y a sur certaines lignes, comme la Tunisie et l'Algérie, c'est faire du ferroutage, ça peut parfaitement fonctionner. Sur le Maroc, un peu moins parce que la route reste très présente et puis on a la concurrence des ports espagnols. Mais en tout cas, si on ne fait rien, on aura toujours la concurrence des ports espagnols. Donc pour nous, au niveau du port, on essaie de se préparer. Et pour pouvoir se préparer, il y a différentes choses. D'abord, comprendre le marché. On le voit que sur la Méditerranée, les choses changent. Donc il y a quand même des trafics aujourd'hui qui se développent aussi en remorque en Méditerranée. Donc il faut qu'on aille capter ces trafics-là. Donc pour ça, on a lancé une étude assez importante dont on va avoir les résultats au deuxième semestre 2025, sur laquelle on va identifier des trafics en dehors des trafics qui existent en France, parce qu'il y en a quand même ceux qui partent justement du port de Sète. L'idée, c'est pas d'aller piquer le trafic chez le voisin, mais plutôt d'aller chercher piquer des trafics chez les voisins européens en Méditerranée. Et donc, du coup, on a lancé cette étude. On a lancé plusieurs travaux au niveau des infrastructures, parce qu'il faut préparer. On ne peut pas recevoir ce type d'activité si on n'a pas les infrastructures qu'il faut pour recevoir les remorques, parce qu'il y a différents types de... Évidemment, je ne vais pas vous rentrer dans les détails des différentes technologies qui existent pour faire du report modal de la remorque, mais il faut qu'on soit prêt, en tout cas, au moment où on a des trafics qui sont là, qu'on soit prêt pour les recevoir. Et puis, ce travail qu'on fait, on le fait aussi de concert avec les privés, parce que le port investit dans les infrastructures, mais les privés investissent aussi dans des portiques ferroviaires qui facilitent justement le traitement des trains et qui permettent une fluidité du passage portuaire, parce que c'est ça l'idée. Et puis le report modal, de manière générale, et particulièrement la question du ferroutage, est essentielle, parce que aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'inland, c'est l'interland, c'est les services maritimes se valent, puisque il y a dans tous les ports du monde aujourd'hui, il y a des alliances. Donc les différentes compagnies offrent pour certains le même service. Mais derrière, il faut vraiment avoir une différenciation sur le terrain. Et donc, nous, on travaille aussi bien avec les compagnies, avec les opérateurs, les transporteurs routiers qui sont en pleine réflexion sur le changement de leur flotte et tout ça, pour essayer d'être prêts au moment où on a des trafics qu'on pourra mettre sur le train, et pour participer justement à cette question de décarbonation et la possibilité de massifier et de capter ces trafics. Donc, effectivement, un sujet essentiel. C'est un sujet qui, d'après vous, pourrait émerger à quelle échéance, à quel horizon? Si demain, compte tenu des études que vous allez avoir fin de l'année, si le DG donne le go, ça part, c'est à quelle échéance? Écoutez, nous, au niveau des infrastructures, c'est un travail qui est déjà entamé depuis quelque temps. Donc,
on pourrait être prêt assez rapidement. Si on a des trafics, on pourrait déployer le ferroutage assez rapidement. Bon, derrière, il y a aussi des travaux qui sont menés avec SNCF Réseau sur l'extension des gabarits. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites. Donc, mais en attendant qu'il y ait ces gros travaux d'infrastructure, notamment du côté de SNCF Réseau, nous avons la possibilité de déployer des trains avec quelques, on va dire, adaptations techniques pour pouvoir déjà démarrer. Donc, je pense qu'on peut démarrer rapidement si on a les trafics qu'il faut. Voilà. Merci, Madame Louis. Je me tourne maintenant vers vous, David Mercier. David Mercier, alors, c'est un peu l'originalité de la chose. C'est que, alors, vous êtes responsable fret France et Benelux de Brittany Ferries. Et Brittany Ferries, c'est un opérateur de ferry, comme son nom l'indique, et qui se lance dans l'aventure du ferroutage. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que Brittany Ferries s'est lancé dans cette aventure et pour faire quoi et dans quel objectif par rapport à sa stratégie globale de desserte entre, parce que le cœur du système de Brittany Ferries, c'est le transmanche, voire un peu l'Espagne du Nord, mais très peu. Donc pourquoi est-ce que Brittany Ferries se lance dans cette aventure du ferroutage et comment ? La Brittany Ferries aujourd'hui est basée sur l'ouest de la France, donc transmanche, mais depuis des années a essayé de développer justement les relations entre l'Espagne et l'Angleterre et sur les 2 dernières années entre l'Espagne et l'Irlande. Donc aujourd'hui, on transporte entre Bilbao, Santander et l'Angleterre et Rosslare en Irlande à peu près 40 000 remorques. 40 000 camions et 70% de ces véhicules sont des remorques, donc déjà en non accompagné. Pourquoi le train ? Puisque on est déjà un maillon de l'intermodalité aujourd'hui sur le côté maritime. Pourquoi mettre en place le train ? C'est pour offrir un service différent qui va nous offrir beaucoup de choses. La première des choses, c'est de la régularité. Donc on pourra avoir jusqu'à 1 départ par jour, donc, alors que le ferry va partir tous les 2 ou 3 jours. Donc avec une constance au niveau des capacités, fret, un respect de l'environnement, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le train aujourd'hui permet d'être plus propre et plus vert au niveau du transport et éviter les aléas météorologiques, puisque quand vous allez sur le golfe de Gascogne et voir la mer d'Irlande, l'hiver, on a pas mal de soucis météorologiques avec beaucoup d'annulations. Donc, avec cette régularité et le fait d'avoir le train, on pense pouvoir offrir un service qui sera beaucoup plus adapté aux entreprises de transport aujourd'hui. On partira de Bayonne, donc on voyait tout à l'heure sur la carte Mouguer, c'est le terminal ferroviaire de Bayonne, et on ira à Cherbourg. Donc les 2 terminaux Modalor, donc on en parlait tout à l'heure, sont mis en place à Cherbourg aujourd'hui, sont en phase vraiment d'être terminés sur Mouguer. Et donc le premier départ commercial se fera le 12 mai prochain avec plusieurs essais, plusieurs tests dans les semaines à venir pour trouver. À ce niveau-là, comme on en parlait tout à l'heure, il faut adapter les infrastructures du train ferroviaire. Donc on aura 3 itinéraires avant d'arriver sur l'itinéraire final, le 3e. Cet itinéraire-là va nous permettre d'être le plus direct, donc le moins polluant. Les autres itinéraires vont revenir plus vers l'est, vont se décaler vers l'est dès que les infrastructures auront été mises à niveau. Le système Modalor aujourd'hui va nous permettre de pouvoir transporter des remorques qui n'ont pas besoin d'être préhensibles. Donc on les monte, comme on le voyait tout à l'heure, en roulant sur les wagons. Au final, le train nous permettra de transporter jusqu'à 42 remorques. Donc le départ du 12 mai va se faire avec ce qu'on appelle 2 coupons de 6 wagons. Chaque coupon nous permettra de transporter 12 remorques. 15 jours après, on mettra un coupon supplémentaire, donc on sera à 18 wagons, donc 36 remorques. On va débuter à 3 départs par semaine. Puis fin juin, on arrivera à 4 départs par semaine pour arriver enfin à 5 départs par semaine dès septembre.
Et on est en train déjà de réfléchir à l'avenir, suivant le succès commercial de la ligne, pour pouvoir continuer à développer cette partie-là. Il y a juste une question qui taraude un peu tout le monde. C'est entre un transport direct Angleterre-Espagne ou par voie ferroviaire. Est-ce qu'il y a un surcoût par le ferroviaire ou pas? Alors, c'est un moyen de transport différent. Donc là, on aura des coûts qui vont être différents, puisque quand sur un ferry, vous avez une manutention portuaire en départ et à l'arrivée, pour le ferroviaire, puisqu'on arrivera à Cherbourg, ça nous permettra de pouvoir aller en Angleterre et en Irlande. On aura 4 manutentions portuaires, donc une au départ, 2 à Cherbourg pour sortir du train et remonter sur le ferry, et une 4e donc à l'arrivée. Donc c'est une structure de coût différente. Le train ne fonctionne pas forcément comme un ferry. On a beaucoup de ferry Ropax chez nous, donc avec un équilibre entre le passager et le fret. Donc là, on va être purement sur un produit fret. On sait que le succès commercial de toute façon d'une ligne ferroviaire aujourd'hui, on doit être proche des 100% donc, du taux de remplissage. Donc on a des accords aujourd'hui avec plusieurs entreprises, puisque comme on le disait tout à l'heure, les opérateurs qui font du non accompagné aujourd'hui pour développer ce type de ligne ont besoin d'avoir une flotte de remorques beaucoup plus importante. On parle souvent de 3, une dans le pays de départ, une dans le pays d'origine et une sur le moyen de transport, pour pouvoir créer cette rotation de marchandises. Merci. Alors, c'est vrai, on a beaucoup parlé ce matin de faire routage. Amal a commencé un peu à aborder le sujet et je me tourne vers Camille. Camille Contamine, vous êtes coprésidente de la commission intermodalité de TLF. Alors, le faire routage, c'est un peu du combiné, mais est-ce que entre le combiné et le faire routage, votre cœur balance? Bonjour à tous. Ah, ici, là. Là, voilà. Ici. Donc j'ai la chance de coprésider la commission intermodalité de l'Union TLF, qui est une jeune commission dont le but est de justement travailler à la connexion entre tous les modes de transport, y compris la route. Premier postulat avant de répondre à ta question, il est absolument primordial, selon nous, de continuer le développement des solutions bas carbone depuis nos ports, depuis l'ensemble de nos ports maritimes français. Par solution bas carbone depuis nos ports français, on entend des marchandises que l'on met sur des trains, sur des barges ou sur des poids lourds bas carbone, moins émetteurs, en vue d'obtenir des gains environnementaux qui peuvent atteindre plus de 90% de CO2 en moins, et de l'optimisation également. Pourquoi faut-il continuer à développer ces solutions ? L'urgence climatique, bien sûr, et la réglementation va dans le sens de l'électrification, de carburants moins émetteurs et de la taxation des énergies fossiles. On a tous en tête le TS2 qui va rentrer en vigueur en 2027. Et pourquoi également faut-il développer ces solutions bas carbone depuis nos ports ? Parce que les entreprises, toutes les entreprises, peu importe leur taille aujourd'hui, travaillent à une trajectoire de décarbonation de leur scope 3 et donc au transport de leurs marchandises. Et que ces solutions bas carbone sont des solutions pour atteindre ces trajectoires et donc dresser ces plans d'action. On a une multitude de définitions qui existent, on l'a vu, de techniques de manutention, d'unités de transport intermodal. Nous, commissionnaires de transport, on va travailler, et logisticiens, transporteurs, on va travailler à ce qu'on appelle du combiné rail-route, du combiné fleuve-route, qu'il soit maritime ou qu'il soit continental, à savoir transférer une unité de transport intermodal sur des moyens de transport successifs. Le Graal, pour nous, c'est le camion bas carbone en début de chaîne ou en bout de chaîne. Et oui, pour répondre à la question, le ferroutage est une forme de transport combiné, parce que là, on combine donc le ferroviaire avec la route, sauf que là, on règle un challenge absolument majeur pour nous, qui est la recherche du camion du premier ou du dernier kilomètre.
Donc plus nous aurons des hinterlands profonds depuis nos ports, plus nous pourrons, au niveau de notre profession, avoir des offres compétitives et susciter de l'engagement et attirer du monde. Parce que le but n'est pas d'avoir seulement que des infrastructures, il faut qu'on puisse travailler à des offres end-to-end, et c'est le rôle notamment des commissionnaires de transport, dont le but est de travailler à ces solutions door-to-door, de travailler à ces trajectoires de décarbonation. On a aujourd'hui des ingénieurs dans nos secteurs qui travaillent vraiment à ce report modal en ajustant la supply chain du client et avec des trajectoires de 4, 5 à 10 ans. Alors, on a parlé de ferroutage. Le combiné maritime, le combiné rail route et fleuve route, aujourd'hui, depuis nos ports, il fonctionne. On ne le dit pas assez, on a une variété de services qui existent aujourd'hui et on a de belles histoires à raconter dans nos professions parce qu'on a des clients qui ont accepté de basculer l'intégralité de leur flux sur du ferroviaire, sur du rail route ou sur du fleuve route. On a des clients sur à peu près tous les secteurs. On vient de remettre un trophée tout à l'heure à Valrhona. On a réussi à transporter le premier conteneur reefer sur le Rhône. Quand rien n'est possible, tout est possible. Et c'est grâce au Club des 5, je l'appelle le Club des 5, et ça s'applique au ferroutage aussi, le commissionnaire de transport qui va vous travailler cette offre end-to-end, la compagnie maritime et ou le propriétaire du contenant, de l'unité transport intermodal qui est absolument clé, le port, le client et les opérateurs. Et ce n'est que grâce à ce club des 5 soudés que l'on peut raconter de belles histoires. Merci. C'est vrai qu'en fin de compte, qu'il s'agisse de combiner, de faire routage ou de... Depuis ce matin, le mot d'ordre sur le portuaire et le maritime, il est resté coopération, collaboration et communication. Je pense que c'est les 3 mots qu'on aurait pu retenir. Avant de faire des relances, je voudrais passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des remarques sur ce qui a été dit ce matin, des questions sur les différentes solutions qui ont été présentées sur Calais, sur Marseille, les projets de Marseille, parce que pour l'instant, alors Marseille travaille beaucoup sur le combiné fer-route, fleuve-route, mais sur du fer-routage à proprement parler, c'est la réflexion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Levez la main bien haut. Ah, si, s'il vous plaît, madame. On a une question, s'il vous plaît. On a une question, là. Vous avez un micro? Hop, là, ici. Hop, vous pouvez relever la main, s'il vous plaît, monsieur, parce que, voilà, ici. Merci de vous présenter. Antoine Beyer, Institut Paris Région. Le développement du ferroutage suppose qu'il y ait des capacités ferroviaires, qui posent des problèmes de sillons, surtout sur de longues distances. Et alors voilà, comment, depuis Boulogne ou d'autres ports, quelles sont les garanties et les perspectives de développement? Merci. Alors, c'est pas une question facile et c'est sur une question. Mais merci comme disait l'autre, je vous remercie de me la poser. Qui se sent de répondre, David? Non, ça marche. Allez-y, ouais. Là, ça marche. Oui. Donc, dans notre cas, pour Mougères-Cherbourg, c'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. C'est très long. Donc, par rapport au ferry, où là, l'avantage, c'est qu'on navigue, on a la mer, on fait un petit peu ce qu'on veut. Il suffit d'avoir les créneaux dans les ports. Donc, c'est très long. Il faut pouvoir obtenir ces sillons. On a une équipe, nous, qui travaille sur Mougères. Aujourd'hui, quand on parle, nous, de la fin d'année 2025, ce qui nous paraît loin, eux, ils sont déjà en train de nous parler de 2026 et 2027 pour réserver les sillons, pour pouvoir travailler dessus. Donc, c'est difficile, non. C'est long, ça prend du temps. Comme on l'expliquait un petit peu sur le port de Marseille tout à l'heure,
C'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, mais ça se fait. Merci. Laurent? Oui, très rapidement, oui, c'est beaucoup d'anticipation en fait. À Calais, il y a un projet c'est plus qu'un projet, c'est acté de nouvelles voies d'acheminement ferroviaire au port qui sera complètement électrifié à l'horizon 2031, et on est en discussion déjà avec SNCF Réseau, pour simuler des opérations de manutention et le nombre d'opérations de manutention qu'on sera susceptible d'effectuer sur le port à cet horizon-là, pour qu'ils anticipent aussi sur la capacité et des sillons et également de l'infrastructure à 4 ou 5 ans. Donc en effet, c'est beaucoup une question d'anticipation dans ces projets ferroviaires. Merci. Amal? Moi, je vois SNCF Réseau qui sont présents là, donc je pense qu'ils sont... Oui, on va leur donner la parole. Qui s'adresse à SNCF Ils vont pouvoir Réseau. répondre à la question. S'ils le souhaitent, vous souhaitez répondre à la question? Oui, on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Ah, il y en a un là. Il y en a un ici. Hop. Voilà, on va voir la réponse de SNCF Réseau. Oui, Merci. bonjour à toutes et tous. Donc Thierry Jacquinot, donc SNCF Réseau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je connais bien effectivement le port de Marseille, et je vais rejoindre tout ce qui s'est dit. En fait, il y a deux sujets au sujet des capacités d'infrastructure, et notamment sur le ferroutage. Un, effectivement, c'est la disponibilité du sillon, et ce n'est qu'une question d'anticipation. De prévoir effectivement l'ensemble des trafics qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle les plans d'exploitation. À 5 ans, en fait, on va réserver de la capacité pour des trajets de marchandises, et notamment pour ces trajets long parcours qui vont traverser toutes les zones urbaines et toutes les zones à haut trafic voyageurs. Ça se prévoit. Une fois que c'est prévu, c'est réservé. Et c'est réservé, c'est mobilisable. Et il y a le deuxième sujet qui s'anticipe, puisqu'on parle de ferroviaire, c'est le sujet des gabarits. Quand le réseau a été construit au 19e siècle ou au du 20e siècle, les hauteurs des tunnels n'ont pas été complètement prévues pour ce qu'on fait rouler aujourd'hui sur nos voies. Il faut faire des travaux. Les travaux, ça prend un peu de temps. Et voilà. Et quand on l'anticipe, aujourd'hui, nous avons un État qui est quand même particulièrement présent pour financer l'ensemble de ces travaux et rendre possible en fait tous ces trafics que tout le monde espère. Merci beaucoup, monsieur, de votre intervention. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, s'il vous plaît, ici. On vous fait courir ce matin, je suis désolé. Merci. Bonjour, c'est pour vous dire, en fait, c'était par rapport au... Merci de vous présenter. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre présentation. Ah non, non, je veux juste savoir par rapport au bas carbone, c'est pour vous dire, en fait, pourquoi développer le bas carbone, et quel serait en fait l'avantage sur long terme? Du bas carbone? Oui. Ah, c'est un vrai gros sujet, mais le transport bas carbone, là, je crois qu'on est dans une autre dynamique, c'est-à-dire que la décarbonation du transport, c'est un sujet qui est général, qui s'adresse à tous les modes de transport, donc en partie le ferroutage, mais c'est une stratégie des ports, c'est une stratégie des chargeurs, des commissionnaires, de tous les opérateurs. Amal, une réaction. Oui, maintenant c'est devenu dans l'ADN des ports, quoi, et de la chaîne logistique maritime et portuaire. Je dirais je dirais sauver la planète. Non, je plaisante. Mais en fait, c'est ça. Hein. L'idée, c'est quand même qu'il y ait... on le voit tous les secteurs d'activité, parce qu'on parle de transport, mais le transport, c'est un maillon de la chaîne d'une plus grande organisation autour de l'industrie, autour de l'import, autour de l'export, autour de la logistique, autour d'un certain nombre de choses. Et puis, la décarbonation touche toutes les entreprises. En France, en Europe, c'est un sujet majeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour parler que de la partie transport, on le sait, il y a le train, il y a le fluvial qui sont des modes de massification
en comparaison à la route qui utilise encore le gasoil, qui utilise des fuels qui sont polluants, ben, évidemment, c'est super important de soutenir ces modes de massification. Donc voilà, le bas carbone ou la question de la décarbonation, elle touche toutes les entreprises et le transport en fait partie, quoi. Donc c'est un maillon de la chaîne qui est super important et qu'on encourage. Merci Amal. Je propose... oui, on a une nouvelle question. Hop. Ah, c'est le jogging du matin, là. Hein. Ici, à droite, s'il vous plaît. Ici. Levez la main, jeune homme, s'il vous plaît. Vous me faites courir, hein, c'est pas bien. Merci. Merci Allô. beaucoup. Oui, ça Bonjour, va. je me présente. Moi, je suis étudiant au sein de l'Aftral, je suis en BTS GTLA. Je m'appelle Medji. Et tout à l'heure, j'aurais une question pour vous, Laurent. Vous aviez parlé du temps de ferroutage pour une remorque qui a été mise sur entrée au Boulou. Vous avez dit que ça prenait 20 heures. 20 heures, c'est pour l'arrivée en Grande-Bretagne ou pour l'arrivée au port de Calais? Non, c'est l'arrivée au port de Calais. C'est l'arrivée au port de Calais. Après, en fonction de la vitesse de manutention, de transfert, il faut rajouter une dizaine d'heures pour que la remorque soit prête à être emportée du terminal à Douvres. Hein, donc on va dire que c'est une trentaine d'heures, dans le meilleur des cas, une trentaine d'heures de transit time entre le Boulou et Douvres. Ouais. D'accord. Ok, ça marche. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci, monsieur. Je vois l'horloge qui tourne. On n'a plus trop, on va plus avoir le temps malheureusement de refaire une tournée de questions. Je propose qu'on conclue un petit peu en 2 minutes chacun et on va commencer honneur aux dames à Amal. Alors, quand on entend tout ce qu'on a dit et tout ce qui s'est dit ce matin, est-ce que vous pensez que le ferroutage c'est du développement de lignes maritimes ou c'est du développement de l'interland, de votre interland pour vous? L'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas de navires qui arrivent dans les ports, on n'aura rien à transporter. Donc, moi, je pense que le ferroutage et le report modal de façon générale, c'est un moyen de compétitivité, en tout cas des ports français, sur lequel on doit capitaliser. La France a la chance d'avoir une façade maritime qui est quand même énorme et sur laquelle on est connecté au monde entier. Et donc, on doit, au-delà des connexions maritimes, on a un interland qui est élargi, qui est super important, qui est connecté à toute l'Europe. Et donc, comme je le disais au tout début, c'est vrai que l'offre maritime en elle-même, c'est une chose. Mais quand on parle de corridors, et aujourd'hui, nous, on le voit dans les partenariats qu'on fait avec les autres ports, les différents ports, pour pouvoir créer justement cette dynamique d'échange de trafic, pour pouvoir attirer plus de trafic des 4 coins du monde. Donc, on parle de corridors maritimes verts, mais aujourd'hui, on ne parle plus du tout de corridors maritimes, on parle de corridors verts, tout simplement, parce que ça inclut la partie maritime, ça inclut la partie interland, et pour nous, c'est vraiment un relais de compétitivité et on doit capitaliser dessus et c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas à travers les investissements, à travers une vision à 2050 sur laquelle on travaille sur des projets. La semaine dernière, on était à Singapour pour discuter d'un corridor maritime entre Singapour et Marseille. C'est un corridor qui va au-delà du port de Marseille parce qu'il doit toucher... en tout cas, nous, on se positionne en tant que gateway vers l'Europe. Et c'est super important. Il y a d'autres corridors comme l'IMEC ou autres pour essayer d'attirer des marchandises de l'Inde, de Chine, du Moyen-Orient. Et donc, effectivement, l'un ne va pas sans l'autre, hein, pour clôturer. Merci. Laurent, le futur du ferroutage à Calais, c'est quoi? Le futur du ferroutage à Calais, c'est peut-être regarder un peu plus vers l'Europe de l'Est, qui est un interland important du port de Calais en termes routiers. Hein, le nord de l'Italie, le sud de l'Allemagne, les pays de l'Est, notamment la Pologne. Donc on va s'appuyer sur nos partenaires ferroviaires pour profiter aussi des développements qu'ils ont dans ces régions-là.
je dirais pour augmenter le report modal de ce qui passe par le port de Calais vers le ferroviaire. Merci. Alors, pour conclure, David, je vous avais expliqué la démarche. Je crois que le premier chargement, vous l'avez dit, sont attendus mi-mai à peu près. Ça, c'est la première étape. Demain, c'est quoi Demain, c'est de nouveaux développements. C'est de nouveaux développements sur le ferroviaire aujourd'hui. Oui, on va déjà développer une activité qu'on connaît peu. On aimerait pouvoir demain aller jusqu'en Espagne. Bon, il y a toujours la complexité de largeur de rail entre les différents pays européens qui ne permet pas forcément de pouvoir passer d'un pays à l'autre facilement. Donc pour nous, c'est le développement de cette partie-là. Et encore une fois, la décarbonation. On fait rentrer 2 nouveaux navires là sur Saint-Malo et sur Caen qui sont hybrides, donc GNL et électriques. C'est les premiers du transmanche. Donc c'est toujours l'objectif décarbonation maximum. Merci. Et alors, le mot de la fin à Camille. L'intermodalité, c'est quelque chose... voilà, on en a beaucoup parlé ce matin, là. On va encore en parler cet après-midi. Je crois que TLF travaille sur un guide de l'intermodalité. Oui, nous avons de la chance à l'Union TLF Overseas. On regroupe tous les modes de transport et les entreprises ont choisi de travailler à un guide du report modal qui va sortir d'ici la fin de l'année. On a choisi de mettre notre expertise en commun pour donner des solutions à nos entreprises en interne, mais également aux clients chargeurs pour susciter de l'engagement sur le fluvial, sur le ferroviaire, sur le camion bas carbone. Et c'est également un travail qui nous permet de... C'est une jeune commission, la commission intermodalité de l'Union TLF Overseas, et on commence à détecter des problématiques et des écarts de compétitivité entre les solutions bas carbone justement et la route traditionnelle qu'on essaye de le régler et sur lesquelles on fait énormément de lobbying depuis quelques mois. Merci. On a réussi à tenir les délais. Oui, à 1 minute près, c'est extraordinaire. Je vous remercie pour toutes vos interventions. Et puis, merci à tous les participants. Voilà, je crois que cet après-midi, il y a pas mal de conférences sur le combiné, le ferroviaire. Ce sera l'occasion de revenir sur certains thèmes qui ont été abordés ce matin. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de salon. Bonne journée, au revoir, merci.